Bonjour, mon nom est Stevie Ray et bienvenue à Kay Marina Live, l'émission qui va dans toutes les directions, disponible sur Facebook, sur Kay Marina Flashback, et nous sommes en édition studio sans contact. Une émission aujourd'hui où nous allons beaucoup aborder le caractère humain des choses de la vie. Avec notre deuxième invité, nous allons discuter avec des mœurs d'aujourd'hui, des relations d'aujourd'hui, de certains aspects qui vont au-delà des apparences dans nos modes de vie et entre autres des relations hommes-femmes. Nous serons en compagnie d'un thérapeute en relation d'aide, soit Martial Lebeau. Mais pour ouvrir l'émission, mon premier invité, plusieurs le reconnaîtront, puisqu'il fait partie de la grande famille des médias. Il est ici pour partager sa vive passion, soit son métier d'astrologue, et pour en démystifier les bases et les particularités. Je vous présente donc un homme à la fois compétent, facile à comprendre et fort sympathique, Alexandre Aubry. Bonjour Alexandre. Ben, merci pour cette belle introduction, Steve. C'est ce que je pense, je crois que c'est ce que plusieurs personnes pensent. Première question, évidemment, comment ça va avec cette période du COVID qui n'est pas facile pour nous tous? Ben, pour moi, personnellement, c'est sûr que je n'avais pas, de toute façon, une vie sociale très active. J'ai un métier quand même qui m'oblige à être tellement... en fait, c'est beaucoup d'heures de travail. Tu es en train de me dire que tu n'as pas de vie? C'est à peu près ça, effectivement. Oui. Au moins, c'est vrai. J'ai quelques amis, mais disons que c'est un peu, effectivement, un peu plus ralenti de ce côté-là, malheureusement. Ouais. Mais ça me permet de mettre, d'avancer encore plus loin dans mes projets qui eux, sont... Je dirais, j'ai beaucoup de projets qui sont tellement gros que j'avance à pas de souris depuis des années. Et là, depuis... justement, le confinement, j'ai commencé à faire des pas, mettons, de chat. Tu sais, ça va, ça s'en vient. On vient commencer. C'est bon, ça. Exactement, c'est la différence. Mais oui, la vie sociale, le peu que j'avais a pris le bord complètement. Avant de parler en profondeur de l'astrologie, de ta profession d'astrologue, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton parcours personnel et surtout académique. Tu as été élevé dans quel quartier, mon cher Alexandre? Hey, à Montréal, Rosemont, pour être précis. Ah, mais comme moi, dans quelle rue? J'ai mon enfance, ma petite enfance, ça a été la 8e avenue près du boulevard Rosemont. Okay. Moi, j'étais 10e et maçon dans le temps. Oh, wow! On était tout près. Et mon adolescence, c'était le boulevard Christophe Colomb. On était près de Villeray-Petite-Patrie à ce moment-là. Oui, c'est ça. Un beau quartier qui a beaucoup changé. Oui. Tu as fait quelles études avant de finalement, comment je pourrais dire, terminer comme astrologue? Bon, évidemment... tu t'es prédestiné à quoi? Écoute, j'ai bifurqué plusieurs fois, mais j'aurais eu tendance à vouloir m'en aller vers le monde du cinéma. J'avais une profonde passion pour les films et tout ça à l'époque. Et évidemment, de fil en aiguille, de perdu en perdu, comme tout bon adolescent, j'ai bifurqué finalement. J'ai tenté même ma chance en économie pour dire que je trouvais pas une place là du tout. Et je suis revenu à mes anciennes amours, mais là, pas en réalisation, mais en tant qu'acteur. J'ai fait un bac à l'UQAM en art dramatique. Intéressant, ça. Oui, tout à fait, mais ça ne m'a pas permis de vivre. Et à l'époque, ma conjointe m'a dit j'aimerais ça avoir une maison, des enfants. Puis là, j'ai trouvé autre chose, un métier un petit peu plus tranquille et qui payait un peu quand même. Là, donc, tu avais plusieurs plans B qui n'ont pas nécessairement été bénéfiques pour finalement tomber dans ta grande passion. Mais j'aimerais qu'on parle de ton parcours média, brièvement. Je veux dire, tu as fait partie de Salut Bonjour, mais ça, est-ce que c'est terminé? Ben, en fait, ça n'a pas été... Salut Bonjour n'a pas été une chronique régulière, mais bien... annuel. Je veux dire, j'attends tous les 2 semaines avant le 1er janvier qu'on m'appelle à peu près. Là où j'ai été plus régulier, c'était à la fameuse émission qui a compétitionné Salut Bonjour. Ça commence bien. Tu en parlais, c'est vrai. J'ai été là pendant 3 ou 4 ans à peu près. Est-ce que tu as manifestement le don de communicateur? Je veux dire, ça saute aux yeux. Mais ta plus forte passion, est-ce que c'est les médias, la communication ou vraiment l'astrologie? Ben, tout à fait, évidemment, l'idée d'être un communicateur. D'ailleurs, quand j'ai commencé l'astrologie, quand j'ai eu le flash, la fameuse révélation de ce que c'était, ce que je devais faire. C'est bon, ça. Oui, ça a été vraiment systématiquement, littéralement, ça a été un flash. J'étais justement dans mon métier que je m'ennuyais pour mourir, infographiste, là, pour ne pas le dire. J'ai quand même travaillé dans des grosses corporations, j'ai eu des bons salaires là-dedans, mais je m'ennuyais pour mourir. Et justement, je lisais un livre de nature ésotérique sur la job et ça disait quelque chose sur l'astrologie qui était faux.
Et là, j'ai dit, ben, l'auteur, il connaît rien. Il divague. Ben, c'est ça, il me trompe. Tu sais, je veux dire, il me trompera pas. J'ai baigné là-dedans toute ma vie. Bon. Alors, j'ai fermé le livre, puis ça fait. Mais c'est ça qu'il faut que je fasse dans la vie de l'astrologie. Oh, j'ai appelé ma mère tout de suite, puis j'ai dit, maman, je peux-tu faire l'astrologie comme toi? Elle me répond, il était temps. Bon. Et voilà, j'ai tombé dans le bain et il a fallu définitivement que j'approfondisse mes connaissances. Et là, tout mon background théâtral, ça fait, ben là, ça va me servir. C'est sûr que ça aide, c'est oui. sûr. Comme moi, j'ai fait Promédia, entre autres, puis c'est sûr que ça te suit toute ta vie. Même si tu pratiques maintenant le même métier que ta célèbre mère, tu n'es pas que le fils de. Et on ne peut passer sous silence que tu es le fils de Jacqueline Aubry, une célèbre astrologue, soit dit en passant, mes condoléances. Pour certains qui ne le savent pas, ça ne fait pas tellement longtemps. Sincères condoléances, mon cher Alexandre. Avant tes débuts en solo, soit en 2004, comme tu me le disais en pré-entrevue, tu as eu la chance de travailler en duo avec Jacqueline, qui t'a transmis son expertise, ce qu'on appelle en bon québécois un training, des consultations en duo. J'aimerais que tu nous fasses part de tout ça, parce que travailler avec ta mère comme ça devait être spécial. Ah oui, puis non, c'était assez drôle, même beaucoup de gens appréciaient ce genre de service, là où on se renvoyait des fois la balle, et on avait une approche quand même assez différente, et c'est ça qui a été pas mal intéressant. Je veux dire, une approche différente. Une belle chimie. Oui, oui, tout à fait, un bon complément. En fait, ma mère m'a un petit peu... tu sais, c'est une scorpion, ma mère. Ah, alors, oui? plus c'est difficile, mieux c'est. Puis toi? Lion. Okay. Alors moi, c'est de là l'intérêt pour le monde des médias. J'ai besoin de... Deux signes qui ont beaucoup de force. Puis, ben, le scorpion, c'est un signe qui se dit, quand c'est difficile, c'est parce que, tu sais, c'est no pain, no gain. Tu sais, c'est un peu ça, le scorpion. Et ma mère, elle m'a toujours, dans le fond, poussé dans mes limites. Et d'ailleurs, les premières armes qu'elle m'a un peu offertes, c'est ses chroniques. Hein? J'ai été son ghostwriter pendant un certain temps, les co-vedettes et tout ça. Il m'a dit, tu vas m'écrire mes chroniques maintenant. Comment je fais pour écrire? Wow. Tu vas être capable, tu vas être capable. Lancé dans le bain. Oui, puis ensuite, les émissions de télévision communautaire où je n'avais jamais animé de ma vie ou quoi que ce soit. Ma mère a dit, tu sais pas qui anime, puis moi, je réponds aux questions. OK, puis là, ben évidemment, elle dit, tu vas compléter, etc. Ben, elle voyait un talent chez toi aussi, je veux dire. Ça a bien été, effectivement, ça a été le fun, puis ça a été agréable, puis interpréter on the fly les cartes du ciel, c'était sa force, elle m'a obligé d'apprendre comme ça, et même chose quand on faisait de la consultation privée, elle me demandait de moi de préparer les cartes du ciel, de faire tout le travail de paperasse, et là, une fois dans le bain, ben on s'y met, puis on y va du mieux de nos connaissances. Mais justement, ton travail basé sur l'astrologie tropicale dite traditionnelle, c'est une question vaste. On en a parlé, toi et moi, en pré-entrevue. En quoi l'approche du travail de ta mère se rapproche de ton travail côté, comment je pourrais dire, approche de l'astrologie en général? Ben, premièrement, toute la technicalité de l'astrologie, c'est pas inné, il faut l'apprendre. Ça, c'est la même pour tous. Oui, exact. Ton calcul. Il y a différentes façons aussi de faire, je dis pas les calculs, mais il y a différentes façons d'approcher. Ben, bon, c'est sûr que c'est comme n'importe quel, tu sais, un avocat va approcher une cause d'une façon différente. Il faut qu'il fasse son barreau. C'est ça, exact. Alors, c'est un peu ça l'astrologie. On a chacun nos façons de travailler, mais c'est pas mal pareil de toute façon. Et ma mère m'a vraiment transmis cette technicalité. Puis, elle m'a aussi beaucoup invité à développer ma propre interprétation, puisque à chaque fois que je finissais un cours avec elle, c'était tous les dimanches. J'ai 6 heures de cours pratiquement tous les dimanches pendant 6 mois d'affilée. C'est sûr, elle était exigeante, mais ça t'a rapporté beaucoup. Elle te laisse un bel héritage. Tout à fait. Puis là, à chaque fois, à la fin de la journée, elle m'amenait 3 ou 4 livres. Là, elle me dit, tu me lis ça pour la semaine prochaine. Wow. Ça, c'est bon. Je travaillais à temps plein en plus. Ta maman était une femme spéciale. Elle a eu beaucoup d'impact sur les femmes de son époque, parce qu'elle est issue d'une autre époque, il faut le dire. Comment? Ben, tout d'abord, ma mère était une femme de son époque, années 60, 70, c'était sa jeunesse. La libération de la femme. Tout à fait. Et évidemment, elle a continué cette mission, ce combat pour que les femmes aient leur propre autonomie. Puis astrologiquement parlant, c'est définitivement notre public cible, c'est les femmes. Alors, et l'astrologie n'a aucune discrimination, que ce soit du sexe, de la race et quoi que ce soit. Les planètes parlent et nous sommes
tel ou tel individu fonctionnant de cette façon-là, qu'on soit homme ou femme, et évidemment, la femme... Il faut dire, Alex, si tu me permets, les gens qui ne croient pas à l'astrologie ou qui n'ont pas exploré l'astrologie, une carte du ciel qui est bien faite, ça peut être très précis. Ah, tout à fait. Et j'ai quand même une vaste clientèle qui revient me consulter régulièrement. Donc, alors, satisfaite. Pour moi, c'est donc la preuve que ça fonctionne assez bien. De l'intérêt pour les autres horoscopes, exemple chinois? Malheureusement, j'ai... Trop lourd, trop compliqué de faire tout en même temps? C'est ça. En fait, je pense que on doit se spécialiser. En tout cas, c'est mon point de vue. Ouais. Je connais beaucoup de gens dans le métier qui vont... Question de mieux performer. C'est exactement. Il y a plusieurs personnes qui peuvent effectivement avoir des notions d'astrologie, de tarot, de médiumnité. C'est correct s'ils sont à l'aise avec ça. Moi, personnellement, j'aime mieux déployer pleinement une spécialité dans l'astrologie tropicale en plus. Alors, les autres formes, j'ai un peu pas de réticence, j'ai juste pas approché cette technique-là. Et celle que j'utilise m'apporte de toute façon toutes les réponses dont j'ai besoin. Alors, inutile d'aller plus loin, on a déjà un élément complet pour moi, là. Tu m'as dit une expression que j'ai bien aimée, un but de précision, quand on parlait, toi et moi. Pourquoi majoritairement plus de femmes comme clientèle? Est-ce que les hommes sont plus ou moins abstraits? Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Excellente question et je ne peux pas y répondre précisément. Puis, je ne peux que moi-même, en tant qu'homme, je n'ai moi-même pas une tendance naturelle à consulter pour mon avenir. Je le fais pour les autres et c'est très précis. Oui, c'est sûr, moi-même, je me regarde, mais je n'ai pas un besoin viscéral. Alors que la clientèle qui me consulte a quand même un grand besoin d'aller se rassurer sur leur avenir. Une de mes questions, c'était est-ce que la plupart de tes clientes veulent savoir l'avenir ou c'est plutôt qu'ils veulent approfondir le connais-toi toi-même? Les deux sont aussi vrais l'un que l'autre. Oui, tout à fait. C'est, dans le fond, je dirais que effectivement, peut-être une grande partie de la jante masculine viennent davantage pour un problème précis, mais deviennent extrêmement fascinés par le « je connais-toi toi-même » et également, mais comment ça se fait qu'on peut bien comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe et où on s'en va. Et c'est ça que le côté masculin a peut-être davantage envie de découvrir. Alors, s'il y a des hommes à l'écoute, je vous dirais, ça peut être un exercice pas mal intéressant, la carte du ciel, dans ce sens-là. Présentement, avec la crise du COVID, c'est particulier. Comment procèdes-tu par les temps qui courent, justement, pour tes consultations? J'imagine qu'il y en a beaucoup à distance. Ah oui, 90% maintenant, c'est téléphone, vidéoconférence. Et c'était... Ça complique la tâche? Pas du tout. Ça facilite? En fait, oui, ça facilite, puisque... pas de déplacement pour le client. Entre autres, je veux dire, le ménage, on le fait un peu moins dans ce temps-là. C'est dommage, mais c'est bon. C'est bon, ça. C'est ça, donc ça permet de sauver un peu de temps des fois, mais non, sinon je peux recevoir quand même, comme toi ici, j'ai un bureau où on est au moins à 2 mètres de distance. Nous avons 2 studios, puis une chance, parce que, comme je dis toujours, un patineur a besoin de patiner. Autre passion dans la vie, exemple des sports, parce que tu me parlais du Canadien de Montréal quand tu es arrivé, c'est parce que tu es un fervent ou... Ben, en fait, j'ai toujours suivi le Canadien. On n'a pas le choix. Ça m'a toujours fait du bien d'écouter un match de temps à autre. Donc, ça te manque? Oui, mais c'est pas... Je suis pas... en fait, je suis un passionné de plusieurs éléments. Il y a eu une période où j'ai fait comme sportif, j'ai fait de la boxe à l'adolescence et j'ai poursuivi un peu plus. On va rester poli. Mais c'est un sport qui m'a beaucoup aidé sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Et par la suite... On a reçu beaucoup de combattants, justement, extrêmes, et c'est une des premières notions qu'ils affirment. Tout à fait, puis par la suite, ben malheureusement, c'est des maux de tête, des segments de nez un peu trop fréquents dès l'âge de 19 ans. Tu y allais fort. Quand même, j'ai fait casser le nez. Il n'a pas cassé, mais on peut voir qu'il a aplati un peu, effectivement. Mais sinon, ça a été le tennis après.
Okay. J'ai adoré le tennis. Bon. J'en ai fait toute ma vingtaine. Et la balle? Non, ça malheureusement. Pas de balle-ball, pas de baseball. Non, puis tu sais, j'ai fait du ski aussi. Puis, puis quand même, le vélo pour moi est un sport que même si j'ai quelque chose qui est vieux, désuet, qui fonctionne mal, je fais presque le tour de la ville de Montréal de temps à autre l'été. Là, je pars de Longueuil, je traverse le pont, je fais des... Mais ça ne me surprend pas parce que tu dégages une certaine énergie. Je veux dire, c'est palpable. Donc, pour toi, l'astrologie en première passion. Ouais. Beaucoup d'autoproduction aussi. J'aimerais que tu m'en mentionnes quelques-unes de ce que tu fais. Oui, bien exactement. Comme production, je suis installé chez moi avec un bon studio, avec un fond vert. Alors, il y a des étoiles qui se promènent en arrière de moi constamment. Je fais un horoscope quotidien, hebdomadaire. Évidemment, je produis en ce moment des capsules de formation, ou du moins qui sont explicatives sur l'astrologie. C'est encore en préparation et il y aura un premier volet qui devrait sortir avant Noël. Et ça, c'est vraiment, c'est l'art d'élever son enfant selon son signe. Oh, et il y aura, je pense, intéressant, ça. J'en ai au moins 60 heures de fait en ce moment. Alors, ce sera une grosse formation. Alors, j'invite les gens à me suivre là-dessus. Ça va être, c'est assez passionnant. Là. En quelques phrases, est-ce que la profession d'astrologue est plus difficile ou moins difficile à pratiquer qu'il y a 25 ans, disons, à l'époque de ta maman? Bon, tout dépendant. Parce que là, il y a les multiples plateformes qui entrent en ligne de compte puis tout ça. Plus difficile ou moins difficile? Tout dépend. Si on parle de faire de l'astrologie, grâce à l'informatique, c'est 1000 fois plus facile. Les calculs sont instantanés. Et là, on ne perd plus de temps à essayer de calculer. On ne perd plus l'énergie de concentration de faire les calculs. On l'applique totalement à l'interprétation. Évidemment, ma mère, et comme 2 ou 3 autres astrologues de son époque, était quand même bien rémunérée par les médias à l'époque. Et j'ai eu cette chance-là, moi aussi. De 2008 jusqu'à 2015, j'avais des chroniques régulières dans les médias et j'ai pu quand même bénéficier de la générosité médiatique qui est maintenant complètement terminée. On doit se réinventer, on doit se trouver son propre... Il faut s'adapter. Alors, c'est ça. Alors, pour l'instant, j'avoue que ce n'est plus des cadeaux gratuits du ciel. Je travaille dur et les consultations, merci à ma clientèle de me garder bien vivant dans ce métier. Je te parlais d'un des livres de ta mère qui m'a marqué et qui m'a montré comment calculer l'ascendant. C'est ce fameux livre de ta mère, en 1987, où elle explique comment calculer les ascendants, mais elle fait la nomenclature, la définition de chaque signe par chaque ascendant, et c'est un livre qui est très précis, qui m'a marqué, vois-tu, c'est en 1987. Question suivante. Quand tu... tiens, je vais y aller avec ma question, quétaine et cliché. Le couple parfait, quel élément avec quel élément? Ça, c'est bon. En fait, moi, je dis toujours, si on pouvait garder le même élément, tu sais, au moins un signe de feu avec signe de feu. Sans compter l'ascendant. C'est ça. Déjà là, on se facilite la tâche. Mais il y en a trop qui veulent se la compliquer et c'est ça une vie de couple, c'est d'apprendre, c'est un cheminement. Alors, il faut inévitablement comprendre pourquoi on est ensemble. Et ça, ben, l'astrologie, oui, permet de l'expliquer. Mais je te lance une idée, justement, pendant que tu développes là-dessus. Moi, je pense que tu vas mettre un passif avec un fonceur, ça va marcher. Tu peux pas mettre 2 passifs ensemble. Puis ça marche un petit peu les couples. Dans la vie, en général, les relations, c'est comme une batterie. Et on peut les remarquer dans les couples. Il y a un plus et un moins. Oui, et je dirais, T'es d'accord avec ça? Il y a une multiplicité de possibilités aussi. Il n'y a pas qu'un passif. C'est sûr qu'on peut être passif, mais on peut être ci, ça et ça et ça et ça aussi. Et là, ben évidemment, on peut... bref, tout peut se tricoter ou presque. Et astrologiquement parlant, ben c'est sûr qu'il y a des situations qui peuvent être explosives et d'autres au contraire d'une platitude. Ça dépend des caractères. C'est ça, qui s'en vont vers l'échec lentement mais sûrement. Alors il existe toutes sortes d'opportunités et puis c'est... Bref, mais ça aussi j'ai déjà un ouvrage de prêt et ça fera partie. Moi j'ai hâte de lire ça.
Nous allons prendre une petite pause, Oui. mon cher Alexandre. Je vous rappelle que vous regardez Quai Marina Live, l'émission officielle de la Marina de Repentigny, la dernière des grandes discothèques. Nous sommes en compagnie d'Alexandre Aubry, astrologue. Avec beaucoup de fierté maintenant, toute l'équipe des deux émissions, Quai Marina Live et Bâton Rouge Live, accueille dans ses rangs un nouveau partenaire, soit Métro plus Fogarty, appartenant à M. Peter du même nom. 40 Émile Despins. On n'a pas terminé, mon cher. C'est seulement une pause. Ne pars pas, j'ai pas terminé avec toi, je vais cuisiner après. Le Métro Plus Fogarty est situé au 40 rue Émile Despins dans le carrefour Charlemagne. On peut dire Repentigny, c'est connexe. Métro Fogarty aime offrir ce qu'il y a de mieux à votre table. Qualité, service et choix comme il se doit. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche, c'est l'endroit pour vous. C'est Performance Chasse et Pêche, un endroit qui porte bien son nom. Une entreprise qui existe déjà depuis 23 ans, donc beaucoup d'expérience. Un très beau magasin, une bonne réputation. Tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de conseils et de batterie. Allez voir François, le propriétaire, au 303 Notre-Dame. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Alex, je me permets de t'appeler Alex. Bien sûr. Te considères-tu comme un ésotérique? Hey, quelle question extraordinaire. Ah ben merci. Oui, On va le prendre comme un j'adore. compliment. Et je dirais, le mot ésotérique là, a eu des tu sais, je veux dire, Ça a changé de définition. a une moins belle presse. Je dirais qu'on dirait aujourd'hui spirituel. Et Oui, ça j'aime ça. exactement, c'est davantage l'approche qu'on doit plutôt, justement, qu'on doit s'investir. Et l'important est de trouver l'équilibre entre ce qui est intangible et ce qui l'est. Donc, Le ressenti le ressenti, et le palpable. tout à fait, et ce qu'on peut concevoir avec nos 5 sens, et ce qu'on peut concevoir avec notre 6e sens, si on peut prendre cette expression-là, et trouver le juste milieu et l'amalgame parfait, et c'est là qu'on va être le mieux dans notre peau. Je pense qu'on est conçu autant d'énergie que de matière. Hein? Alors voici le simple principe, la spiritualité, ben, c'est de l'énergie. Alors les scientifiques de ce monde pourraient peut-être commencer à fouiller un peu cet élément-là de notre réalité. Oui, tout à fait. Tu es sage. Merci. J'aime ça. Maintenant, avant de passer aux préjugés dont fait face un ou une astrologue, une petite question comme ça. Je sais que tu es passionné par certains personnages dont Nostradamus, on en a parlé, mais la numérologie dans tout ça, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu pratiques un petit peu ça? Tu t'es sûrement intéressé à la numérologie. En fait, pour la pratiquer, non. J'ai connu beaucoup de gens qui la pratiquent. Bravo, ils ont certainement eu un bel impact, là, une belle explication que j'ai partagée avec eux, merveilleux. Ouais. Mais je n'arrive pas nécessairement à comprendre la réalité de tout ça derrière. Parce que pour moi, c'est facile, les planètes. L'idée, c'est qu'on fait partie du cheminement. Tu sais, je veux dire, les planètes bougent, puis nous autres aussi, notre vie tout autant. Ouais. Alors, c'est vraiment dans cette même dynamique-là. Alors, le concept des chiffres, le concept des tarots, je ne comprends pas, mais c'est pas grave, je sais que ça marche, il y a plein de gens qui le font. Oui. Puis donc, Il s'agit d'y croire, là, ça aide. Ben, il n'y a pas juste le fait... En fait, il faut l'expérimenter. Moi, quelqu'un qui me dit, je crois pas à l'astrologie. Quelqu'un qui parle, mais qui ne s'est pas intéressé, comme ceux qui disent, exemple, le bon Dieu n'existe pas, ça ne donne rien de prier. Il y a des millions, des milliards de personnes qui ont prié depuis des millénaires. Je veux dire, ils ne sont pas nécessairement dans l'erreur. À ce sujet-là, tu me donnes une ouverture extraordinaire. Écoute, l'amour. As-tu déjà ressenti l'amour dans ta vie? Ben, j'imagine que oui, mais c'est différent d'une personne à l'autre. Ah, tout à fait. Et ça existe, tu es d'accord avec moi? Oui. Et voilà. Voilà Mais la preuve. on ne peut pas y toucher, on peut pas Exactement, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le prouver, on ne peut pas l'expliquer. Et Dieu serait la quintessence de l'amour, exactement. Le niveau le plus haut. Ouais. En fait, c'est le nirvana. Exactement. En fait, ce que je dis, c'est que peu importe où on se situe, c'est que cet état d'être que d'aimer quelqu'un, d'aimer ses enfants, d'aimer at large, c'est exactement ce que toute religion propose
En réalité, presque. Ou presque. Ben, en fait, normalement, c'est ce qu'elle devrait On proposer. ne développera pas, mais non, c'est ça. Parfois, ça dérape. Oui, oui, ben, tu sais, je reviens vraiment à l'essentiel, parce que mon père a été assez maniaque de la Bible. Lui, il avait lu d'un bout à l'autre, il avait été éduqué chez les curés, puis il avait lu la Bible, puis c'était mon père était assez perspicace, là. Et lui, il a dit, il faut résumer une seule chose, aimez-vous les uns les autres, et c'est tout. Alors, si on fonctionne dans cette réalité-là, dans cette dynamique... Ce sont des phrases clés, connais-toi toi-même. Demandez, vous recevrez. Le problème des gens, ils demandent à gagner le million. Demande quelque chose de précis avec ton cœur dont tu as besoin et il va apparaître bien souvent dans les 24 heures. Nous sommes bousculés par le temps. Oui. J'aimerais qu'on explore un peu les préjugés. Oui. Tu travailles pas vraiment. J'en ai marqué 2-3. Tu roules les gens et c'est trop facile comme argent fait. Qu'est-ce que tu me dirais là-dessus? Ben évidemment, c'est sûr. C'est moins présent qu'avant, mais... Ben en fait, j'ai définitivement un gros background d'études derrière tout ça. Alors... Ça veut dire que tu as travaillé pour en arriver où tu es, c'est pas juste du blabla. Exactement. Si j'avais fait les mêmes études là, pour devenir ingénieur, je serais pas mal plus riche aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Je vais procéder avec ce qu'on appelle des questions rafales. La réponse est plus compressée. Dans tes prévisions, tes prédictions pour 2021, que vois-tu qui pourrait bien évidemment être en lien avec la COVID, mais que vois-tu pour l'année qui s'en vient, en quelques phrases? Bon, le crash économique. OK. Ça commence pas bien. Non, c'est sûr. Le côté positif, c'est le rassemblement. Tu y crois? Ah, tout à fait. C'est la sociabilisation qui va reprendre une forme beaucoup plus approfondie. Avec la crise, tu as plus ou moins de gens qui te consultent parce qu'on pourrait dire que certains ont besoin de réconfort, dont ils vont te voir, et à l'inverse, d'autres ne sortent plus. Est-ce que tu penses que, est-ce que tu vis plutôt plus de clients ou moins? Ou... C'est stable. C'est stable? Oui, pour moi, c'est stable. En quelques phrases, c'était quoi être le fils d'une astrologue connue autant et aussi une femme spéciale et énergique? Si tu avais à résumer ça en une phrase, tu dirais quoi? Ben, j'ai la fierté. J'ai toujours été d'une fierté incroyable pour ma mère, d'un respect immesurable, et pour moi que de suivre ses pas est une façon de lui rendre honneur. Oui, et elle vit toujours. Oui, entre autres, exactement, parce que lorsque j'ai commencé à entreprendre ce cheminement-là d'astrologue, c'est là que sa santé commençait à défaillir. Et on dirait que c'est comme si j'étais arrivé à temps, si on veut. C'est bien ça, j'aime ce que tu dis, c'est touchant. Puis c'est ça, de poursuivre son excellence a toujours été les mots que j'emploie pour elle. Je sais que tu es de bonne guerre et les sceptiques sont tes amis finalement. Qu'on le veuille ou non, on peut vraiment remarquer des traits de caractère, des lignes de pensée typiques à chaque signe. Selon toi, quel est ton argument premier qui démontre le sérieux et l'authenticité de l'astrologie? L'argument premier, c'est quoi? Moi, quand quelqu'un me dit je crois pas à l'astrologie, je dis moi ça me dérange pas, mais ça marche quand même. C'est bien ça. C'est amusant comme ça, et c'est souvent là que j'ai une écoute à ce moment-là, puis là on me dit son signe, puis je vais avec quelques caractéristiques, et là, ça garde. Hein? Alexandre, évidemment, l'astrologie rejoint plutôt les gens de tous les milieux. Mais disons, chez les plus assidus, quel point en commun reconnais-tu chez les adeptes de l'astrologie? Il doit y avoir 2-3 petits points qui reviennent. Évidemment, l'insécurité, c'est définitivement l'objectif de l'astrologie, c'est d'amener une dose d'espoir à quelqu'un qui sent qu'il n'a plus le contrôle de sa vie. Et donc, il consulte. Exactement. Moi, je dis toujours, moi, je suis un vendeur d'espoir. Ça ne veut pas dire que je suis un vendeur de mensonges. Je vends de l'espoir. Je dis à peu près quand ça va aller mieux. La roue tourne. Tu ne vends pas un char que la transmission est à veille de péter. Non, c'est ça. Mais la roue tourne et elle finit toujours par retrouver une position positive. Et c'est là-dessus qu'on va focusser. Question suivante, mais c'est une question personnelle à toi.
Est-ce vrai que c'est l'ascendant, la maison personnalité, qui prend le dessus en vieillissant? Non, pas. C'est pas vrai, ça? Non, en fait, c'est plus ou moins vrai. C'est que l'ascendant, il ressemble. C'est comme si on pouvait le comparer à notre voiture. C'est la façon dont on avance dans la vie. C'est la façon dont on. Action-réaction. Ton approche, es-tu agressif face aux problèmes? Tout à fait. Est-ce que tu fonces? Tout à fait. Alors que le soleil, qui est notre signe habituellement, qu'on connaît tous, c'est le cœur. Alors, on va peut-être, avec le temps, raffiner sa voiture, Ça. mais La polir. c'est ça, mais on demeure son cœur, qui est le signe solaire. Ça, je suis sûr que tu vas me dire, c'est pas vrai. Il n'y a pas de bon ou de moins bon signe. Ben effectivement. Ça, c'est une vraie joke. Non, effectivement, il y a des personnalités plus dures et plus crues que d'autres. Notamment, on a parlé du Scorpion tantôt. Le Capricorne. Le Capricorne est peut-être simplement un peu moins souriant. Un gros front. C'est ça, exactement. Mais il a, je veux dire, c'est quelqu'un qui a de l'audace et qui avance. Là. Mais si tu as un signe de feu avec un ascendant de feu, attention, ça c'est vrai? Ça. Feu follet? Ben, en fait, il faut regarder aussi au niveau vraiment individuel, mais le feu, c'est symbole de l'action. Okay. Alors, on a des gens qui ne peuvent pas être dans un état passif ou statique. Là. Alors, c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre. Est-ce que c'est négatif ou positif? Pas nécessairement. Hein? C'est vraiment l'individu. En terminant, quels sont tes conseils aux jeunes astrologues qui veulent se lancer, qui ont cette passion et qui veulent être dans la même voie que toi? Deux choses. Soit être d'excellents communicateurs, pas soi, mais ou surtout d'être... Ça, c'est un must. Ouais, d'être excellent psychologue aussi. Oui, parce que c'est connexe, tu veux pas, tu guides les gens. En fait, oui, quand je dis psychologue, c'est pas le diplôme, c'est l'approche, c'est la douceur, la compréhension, l'ouverture et la sensibilité. Voilà, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit, j'ai peur de consulter un astrologue, j'ai peur qu'ils me disent que je vais mourir. Ben, premièrement, on ne dit pas ça. Tu peux pas voir ça, je pense. Deuxièmement, on peut voir des hauts et des bas dans la vie, mais le mot mort est beaucoup trop abstrait pour s'y arrêter. J'aimerais qu'on mentionne ton entreprise pour les gens qui veulent te rejoindre, j'imagine via Facebook, Alexandre Aubry, mais y a-t-il d'autres façons? Ben, sur Facebook, pour obtenir les services que tu offres. Alexandre Aubry, astrologue, boum, Google va dire tout ce qu'il y a à dire sur moi, dont alexandreaubry.ca, qui est mon site transactionnel où justement vous pouvez prendre une consultation. Ben, je vous le recommande. Achetez mes livres. Passe-moi là, on va écoute, je te l'offre en plus. Ah, ben t'es gentil. C'est le deuxième livre, moi qui donne souvent les livres, c'est le deuxième livre que je reçois. Très belle page couverture. Moi, je vous le recommande fortement. Je veux dire, après mon entrevue et même avant, tu es non seulement sympathique, mais facile d'approche. Le sourire et la gentillesse en personne. Merci. Moi, c'est ce que je vois en toi. Beaucoup de succès, c'est ce que je te souhaite. Ton travail est pertinent et honnête. Et je vais te faire un beau compliment. Je pense que ta maman de là-haut te regarde et est très honorée de ce que tu fais. Elle est très fière de toi. Merci. Je te remercie, Alexandre. On va se reprendre, j'espère. Bien sûr. Merci. Maintenant, sur un sujet un peu plus sérieux, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bébite. Vous le savez, c'est un problème sérieux. La solution, c'est de ne pas attendre, parce que plus vous allez attendre et plus le problème va s'aggraver. La solution, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Je vous donne le numéro de téléphone pour la solution Rive-Nord Extermination dans le 450. C'est le 582-6706. Je parle maintenant avec vous d'un autre partenaire très important ici, soit le Centre d'imagerie Pixel, celui que l'on surnomme l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est pas dur à trouver, c'est en face de la marina de Repentigny, situé au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel vous attend. Je vous donne le numéro de téléphone de l'incontournable, soit Pixel dans le 450, qui est le 654-99-44. Maintenant, mon deuxième invité. La crise actuelle a des répercussions multiples, que ce soit sur les mœurs, les relations hommes-femmes, les couples et presque tout ce qui se rapporte à l'aspect social. Pour discuter de tout ce phénomène et de sa profession de thérapeute en relation d'aide, je vous présente un homme bien articulé, Martial Lebeau. Bonjour Martial. Salut Steve. Ça va bien? Ça va bien toi-même. J'aurais pu te présenter aussi le beau Martial, aurais-tu préféré? Okay. Faut parler à ma mère. Bon. À part de ça, ça va bien? Je veux dire, avec la COVID et tout ça, tu sembles bien t'en tirer.
Ah, tout était parfait. En fait, on travaille à distance. Hein. Oui, c'est ça qu'on va en parler. Ouais. J'aimerais, avant qu'on parle justement de la crise du COVID en profondeur et de son incidence sociale, faire un bref parcours professionnel pour situer les gens. Tu es thérapeute en relation d'aide. Ça veut dire quoi, ça, comme formation? Parce que je sais que tu as une approche non directive, créative. Tu as des crédits universitaires, mais ça veut dire quoi être thérapeute en relation d'aide? Mon Dieu. Premièrement, c'est une formation là, à l'école de Colette Portelance. OK. Qui a créé l'approche non directive créatrice. Oui. Je dois dire que je parle pas au nom de l'école, je parle à mon nom personnel. Oui. Ils ont leur propre porte-parole. C'est ça. Voilà, c'est ça. Fait que, donc, être thérapeute en relation d'aide, c'est aider les gens dans leur relation, dans leur relation, en fait. Avec eux-mêmes et avec les autres. Oui, c'est ça. Parce que si tu sais pas ce que tu veux, si tu sais pas c'est quoi tes priorités, si tu sais pas c'est quoi tes valeurs. Commence pas bien. Ben, c'est difficile d'être en relation avec l'autre personne puis d'être vrai. Oui, c'est ça. Hein? Parce qu'être en relation, c'est être vrai. On peut dire que ta profession ressemble beaucoup à la profession de psychologue. Ben, en fait, c'est ça. La profession de psychologue aujourd'hui est réglementée par l'Ordre des psychologues. Oui. Et puis, c'est un titre qui est réservé. Nous, on a un titre qui nous appartient aussi, qui est thérapeute de relation d'aide. Et la différence entre les psychologues et nous, c'est que les psychologues, eux, ils travaillent avec la maladie mentale. Ils font des diagnostics. Donc, ils vont évaluer ton profil, tout ça, sur 5 axes, tout ça. Puis, ils vont trouver une maladie. Ils vont traiter la maladie. Eux autres sont là pour faire un diagnostic. Ils travaillent avec des diagnostics. OK. Et puis, ils vont traiter une maladie, typiquement. Il y a différentes approches plus humanistes, là, inspirées de Carl Rogers. D'ailleurs, mon école vient de Carl Rogers. OK. Lozonov aussi, là, d'autres scientifiques. Pas Freud. Non, pas Freud, pas du tout. Okay. Et puis, en fait, c'est ça, nous, on travaille avec les habiletés à entrer en relation avec l'autre personne. Fait que je peux être une personne timide, par exemple, et j'aurais besoin d'être reconnu par l'autre personne. On a tous des besoins de reconnaissance, d'être aimé, d'être vu, d'être tout ça, d'être entendu. D'être vu sur Facebook. Être vu sur Facebook. Comme vous voyez, je suis pas timide. Donc, si je suis timide, il y a une peur qui m'empêche de me nommer, de me donner de la place. Donc, ça, nous, on travaille à aider les gens à sortir, de s'affranchir de ces peurs-là. C'est un peu ce que tu m'avais dit, que j'ai noté, spécialiste du fonctionnement psychique. Combler les besoins relationnels, développer l'habileté émotive et avant tout, la base de tout, la relation avec soi-même. Ben, ça part de là. Puis après ça, avec ça, comment je fais pour entrer en relation avec l'autre? Tu sais, souvent dans un couple, on commence, on a nos besoins. Au début, c'est tout mielleux, tout ça, on s'oublie pour l'autre. Éventuellement, là, nos besoins remontent à la surface. Ouais. On commence à les nommer, puis là, ça fait une chicane. Puis là, on se nomme plus. Oui, puis j'ai bien aimé ce que tu m'as dit aussi en pré-entrevue, d'être capable de dire à l'autre, exemple, s'il y a quelque chose qui cloche, tu me blesses quand tu agis ainsi plutôt que de bâcher. Ben, en fait, ça pourrait être un peu défensif aussi de dire tu me blesses quand tu me dis ça. Parce qu'il y a une certaine culpabilité qui vient avec. Ben, tu fais ça. Ouais. Fait qu'en fait, si je veux être vraiment pas, si je veux pas être défensif, si je veux pas blesser l'autre, si je veux communiquer de façon non violente, vous avez peut-être entendu ce terme-là, là, ben c'est mieux de dire, quand tu as dit ces mots-là, quand tu as dit ta robe, chérie, verte, c'est pas fort, hein, ben je me suis imaginé que tu m'aimais plus. Je suis certain qu'il y a plusieurs couples qui ça part de la robe, justement. mais en fait, le problème, c'est que souvent, on part... Maladresse. On part de ce qu'on connaît, de ce qu'il faudrait faire, de la façon dont il faudrait être. Puis là, on parle à l'autre qui n'est pas comme ça. Puis là, on le blâme. Alors que si plutôt on dit, tu sais, quand tu as fait ça, j'ai eu honte. Je sais bien que c'était pas ton intention, mais ça m'a gêné. Pourquoi tu as fait ça? Puis là, l'autre peut éclaircir qu'est-ce qui s'est passé pour lui. À cette place-là, on peut communiquer ensemble. Martial, tu es travailleur autonome, donc tu n'as pas de patron. C'est ça. Est-ce un avantage? Ah ben évidemment. Poser la question, c'est y répondre. Ben, c'est un avantage et c'est un inconvénient. Hein? Le patron, il va te donner un cadre, ce qui est très sécurisant. Pour l'être humain, on a besoin de cadre. Hein? Il va te donner un début, une fin, une limite, un salaire régulier. Ouais.
Mais il va peut-être te faire suer parfois. Mais de l'autre côté, tu es obligé de subir cette autorité-là qui est au-dessus de toi et qui a un pouvoir sur toi. Qui parfois va selon les humeurs aussi. Ben oui. Quand c'est une entreprise où il y a beaucoup de patrons, moi je l'ai vécu, s'il y en a un qui t'aime pas, tout d'un coup il y en a deux, il y en a trois, c'est pas facile. C'est ça. Fait que là, il y a l'effet de groupe, puis il y a l'effet la collusion ensemble. L'effet de meute. Ouais, c'est ça, l'effet de meute. Mais en fait, ça amène le sujet de beaucoup, tu sais, de notre rapport à l'autorité. Ouais. C'est ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile. Il y en a d'autres, ça va bien. Non, mais tu sais, par exemple, est-ce que moi je suis à l'aise d'assumer mon autorité comme patron? Ça veut pas dire que je suis à l'aise. Peut-être que je vais devenir abusif parce que je me sens coupable, par exemple. Ou peut-être qu'au contraire, je vais me laisser manger à laine sur le dos, puis j'ai un style plus paternaliste, parce que j'ose pas, parce que moi, mon père me battait. Et ça a des répercussions à long terme sur l'entreprise. Ben, c'est qu'à ce moment-là, je peux percevoir ou avoir l'impression que toute personne qui assume une autorité est un abuseur. Question suivante, mon cher Martial. Nous avons vraiment beaucoup de contenu. C'est sûr que tu as une passion pour l'humain et sûrement le goût d'aider, mais pourquoi aller travailler comme thérapeute en relation d'aide ou psychologue, selon toi, en quelques phrases? Je dois dire que je dois mettre en contexte, je ne suis pas psychologue. Oui, mais tu sais, pourquoi on ferait ce genre de pourquoi quelqu'un pourrait faire ça? Pourquoi toi, tu vas comme pour aider les gens en thérapeute en relation d'aide? Ben, en fait, moi, je pense qu'on est... plus ça change, plus c'est pareil, puis on sort pas de soi-même. Hein? Ouais. Alors, moi, chez nous, on s'entendait pas, c'était la chicane, c'était difficile, les relations. Tu as voulu comprendre. Mais j'ai toujours eu la peine de dire, mais on veut toute la même chose. On veut que l'autre nous aime, on l'aime, on veut qu'il nous aime, on veut se comprendre. Là, tout à coup, on se met à parler, l'autre ne nous comprend pas, là, paf, ça pète. Ou on a un défaut personnel qu'on connaît, on a de la misère à vivre avec, mais là, tout à coup, c'est ça qui prend toute la place. Je parle trop ou je parle pas assez. Bon, tu sais, fait que ça fait qu'on a des problèmes au niveau de la relation qui semblent insolubles. Et puis moi... Ça t'a toujours chicoté, ça. Ben en fait, c'est ça. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est qu'on soit bien ensemble. Tu veux dire toi et moi? Toi et moi. Ok, d'abord. Hey, Brokeback Mountain, là, ça va faire. Ben regarde, qu'est-ce qui fait un bon thérapeute? Une bonne oreille qui guide et non pas seulement écouter. Qu'est-ce qui fait un bon thérapeute? Ben en fait, c'est une bonne question, tu sais. 90% de notre travail, c'est l'écoute. Ouais. Et puis en relation, comme on est pris dans des rôles, comme on est pris dans des étiquettes sociales, on sort de la maison seulement comment on va s'habiller. Hein? On arrive dans un endroit, on va selon le protocole. On est toujours affolé. On part toujours avec un affolement de est-ce que je suis correct, est-ce que ça va bien aller. Premièrement, le thérapeute, son premier rôle, c'est d'être là pour l'autre, d'écouter sans jugement, d'être capable d'entendre tout ce que l'autre vit, avec un cœur ouvert, tu sais, puis l'approche non directive créatrice, l'avantage, c'est qu'on ne cache pas nos émotions. Si tu me parles de ton enfant qui vient de mourir, je suis touché, tu vas le voir dans mes yeux. Je vais être touché et je vais te dire, ça me touche beaucoup ce que tu vis. Je suis avec toi vraiment à cette place-là. Je suis pas dans un rôle de docteur qui a une face fermée, ou tu sais, freudienne avec le divan tourné vers la personne ne te regarde pas, tu es derrière elle. Nous, c'est vraiment une approche relationnelle. Fait que, premièrement, c'est d'être capable d'entendre, d'écouter, d'être avec l'autre, sensible. Puis ça crée la confiance, ça crée la relation, puis ça amène la personne à se déposer. Tu vas me faire pleurer, là. Mais pleure, mon ami, pleure. Soit par orgueil ou dans son éducation, ça c'est une question particulière. Le pire scénario pour quelqu'un, est-ce que c'est de garder tout en dedans, de ne pas parler, parce que ça peut mener à une explosion. C'est-tu le pire des scénarios, ça, pour les gens qui vivent des choses? Ben, en fait, il y a deux fonctionnements typiques. Hein? Il y a les personnes qui sont dans l'oubli de soi, que c'est tout le besoin de l'autre qui est important. Eux sont moutons comparativement aux requins, comme tu me disais. Ben, il peut y avoir des comportements défensifs ou des comportements où je suis dans l'oubli de soi. Donc, je vais vouloir faire partie de la gang. Je dirai pas ce que je pense, je dirai pas ce que je veux. Je vais acheter la paix. Ça, c'est une chose. Puis l'autre, l'opposé, hein,
qui est le comportement où je suis dans l'oubli des besoins de l'autre. L'équilibre, vous avez compris, c'est au milieu. Je peux tenir autant compte de mes besoins à moi que des besoins de l'autre. Et puis, dans un couple, si je suis capable de tenir compte de moi, pas toujours ravaler puis faire ce que l'autre veut, puis après ça arriver. Ouais, ben là, toi, tu penses pas à moi, puis oui, mais toi, tu n'aimes pas dans ton besoin. Comment l'autre fait savoir? Ouais, fait pour savoir. Exact, ça c'est bien dit. Fait pour savoir ce que tu as de besoin. Et il y a des gens qui ont plus de besoins que d'autres. C'est ça. Puis fait que donc, il y a des gens que c'est juste eux qui existent parce qu'ils ont tellement d'angoisse, ils ont tellement de peur, ils ont tellement, c'est pas méchant. Des problèmes. Mais ils ont tellement. Beaucoup de problèmes à offrir à l'autre aussi. Ben, ils ont besoin d'une écoute, d'une oreille, tout ça. Fait que typiquement, les extrêmes, là, dans ces fonctionnements-là, c'est le couple codépendant. C'est le codépendant puis le narcissique. Le narcissique, il a juste ses besoins à lui qui existent, puis l'autre est un objet pour lui. Et puis le codépendant, il n'existe pas s'il n'est pas tout pour une autre personne. Ah, ça, fait que quand ces deux personnes-là se rencontrent, c'est les feux d'artifice, pas tard, c'est le grand amour, mais c'est un mix toxique. Martial, j'aimerais qu'on embarque maintenant dans la COVID. On n'a pas le choix parce que ton métier, je veux dire, tu traites beaucoup de gens qui sont pris par la COVID. Au début du premier confinement, fin mars, on faisait beaucoup de blagues, à savoir qu'il y aurait plusieurs naissances dans 9 mois. Ça, c'est un côté de la médaille. Mais à l'inverse, on constate également que beaucoup d'avocats vont faire plein d'argent parce qu'il y a un grand nombre de séparations. La COVID, c'est l'ultime test pour le couple. Les fameux couples d'apparence, je veux dire, 2 semaines enfermés ensemble, c'est assez, bang. Hein? Ouais, ben en fait, la COVID, ce que ça fait... Ça ouvre les yeux, comme tu me disais. Ben, en fait, ça te confronte à ta limite. Hein? Ta limite dans ta relation à toi-même, donc la solitude. Hein? Il y a des gens qui, avec la COVID, ils n'ont plus de milieu de travail, ils sont à la maison, ils sont enfermés en 4 murs. Et à un moment donné, les magasins étaient fermés en plus. En plus de ça, c'est ça. Donc, tu ne peux pas aller dépenser compulsivement. Fait que tu peux même pas aller parler de façon anodine, faire du small talk avec la vendeuse. Tu es toute seule avec toi-même. Fait que ça te confronte à cette limite-là, cette difficulté-là. Et puis, l'autre côté, c'est que ça te confronte à la difficulté de jamais être seul. D'un autre côté, pour les gens qui sont en couple, mariés avec des enfants, colocataires, tout ça, et là, tu travailles à la maison, tu manges à la maison, tu dors à la maison. Et ça fait réaliser des choses aux gens, parfois, qui vont, exemple, juger le voisin. Ils vont voir un voisin qui vit seul. Ben, il n'y a pas de vie, il vit seul, tout ça, puis tout est bien entouré, ta famille, tes amis. Et là, tu te retrouves seul. Ça fait réaliser des fois que le jugement que tu peux porter sur les gens va être changé par ça. Ben, en fait, ça peut aider à avoir plus de compassion et d'empathie face à cette personne-là qui a pas de relation dans sa vie. Ouais. Parce que là, tu sais, puis la COVID, ça fait ça aussi. On se rend compte à quel point, tu sais, on est comme des poissons dans l'eau. Hein? On se rend pas compte qu'on vit dans la relation comme les poissons, ils se rendent pas compte qu'ils vivent dans l'eau. Hein, l'eau, de quoi tu parles? Tu penses qu'ils ne savent pas, eux autres? Est-ce que tu penses tout le temps que tu vis dans c'est bien dit. Est-ce que tu te rends compte toujours que tu respires de l'air? Hein? Tu ne la vois pas, tu n'en prends pas compte. Tout à coup, tu te retrouves sur masse, pas d'air. Là, tu vas te savoir que tu as besoin d'air. Fait que la même chose avec la relation. On est des bébites de relation, mais ça fait tellement partie de nous qu'on s'en rend plus compte à quel point c'est important. Puis la COVID, ça nous montre à quel point c'est précieux les relations avec les autres. Comment on n'a pas soigné nos relations, puis comment il faut se réinventer et se nourrir nos relations. Toi, tu aides aussi à décortiquer nos patterns qui parfois font rejaillir des blessures du passé quand on était plus jeune. Qui nous aident, j'imagine, aussi à vaincre les fameuses relations toxiques. Je veux dire, toi, tu viens intercéder beaucoup à ce niveau-là. Ben, en fait, quand on vient au monde, on est une page blanche. Hein? Le milieu dans lequel on vit fait qu'il se construit dans nous une structure, une vision du monde, puis après ça, on utilise ça pour interpréter les gens, interpréter les intentions des gens. Fait qu'on rentre dans, par exemple, on est dans un couple avec une personne, on arrive avec ce bagage-là, qui nous donne, c'est notre matrice, c'est comme dans la matrice. Oui, oui. C'est notre matrice à nous qui fait qu'on a une vision du monde, une interprétation du monde. Tu sais, juste si je suis une personne d'une culture étrangère, j'ai toute une autre vision du monde qu'une personne. Ben oui. Tu sais, une personne de la Chine versus une personne du RSS ou du Canada, on n'a pas les mêmes coutumes, on a tout un bagage. Fait à cause de ça, on rentre dans des rôles, des façons d'être. C'est quoi être un bon chum avec une bonne blonde? Tu sais, fait peut-être pour ta blonde, c'est que tu y amènes des roses une fois par mois. Peut-être pour toi, c'est que tu y payes un char.
Mais il y a quand même une commune mesure. Es-tu d'accord avec moi? Regarde, tu dis C'est un la bon... culture, ça c'est la culture. Oui, mais un bon chum. On va dire un bon chum. On va dire quelqu'un qui t'appelle jamais, puis le confinement arrive, puis il ne prend pas, moi je dis souvent, n'oubliez pas les 3 mots magiques, comment ça va, vous allez semer un brin d'optimisme et de joie, et vous allez prouver que vous êtes un véritable ami. S'il y a 3 mois de confinement, on est tous à rien faire, puis tu n'as pas de nouvelles du tout, tu te dis, je vais laisser ça comme ça, c'est toujours moi qui appelle, puis la personne ne t'appelle jamais. Il me semble que ça donne des réponses aussi. Es-tu d'accord avec ça? Ben en fait, tu as des besoins relationnels qui t'appartiennent. Oui. Tu peux t'attendre à ce que les autres aient les mêmes, mais c'est pas vrai. OK. J'avais une amie au cégep à l'époque. Elle voyait son chum à toutes les 3 semaines parce qu'il travaillait dans le Grand Nord. Ça faisait 15 ans que la relation durait. Wow. Moi, je me disais, voyons, comment que. Ben oui, ça peut être pas avoir de chum pendant, tu sais, c'est Ben pas oui. une relation 3 semaines de temps. Puis quand ils se voyaient, c'était c'était fin de semaine. Ils se voyaient juste Fin une de semaine, puis là, c'était 3 semaines, ça faisait 15 ans que ça durait. C'était une fin de semaine couchée. Oui, c'est ça, exactement. En tout cas, où leur passe-temps préféré Ouais, ensemble, là, Ben ouais. on peut imaginer. Ben oui. Le gars a changé d'emploi. Il était avec elle à temps plein. Ça n'a pas duré 2 semaines. C'était fini. Fait que son besoin On voit ça relationnel souvent. à elle, à lui, était différent de besoins relationnels de personnes, par exemple, qui sont dépendantes affectives. Tu sais? Il y a des gens qui ne sont pas captifs. Aujourd'hui, le gros problème, beaucoup on a, c'est l'engagement. On n'arrive pas à s'engager. Hein? Il y a des personnes qui ont besoin d'un engagement sans limite. Ouais. Et fait que la personne qui n'arrive pas à s'engager, elle étouffe, puis là, elle va être dans la fuite. Fait que là, t'es jamais là. Quand je te parle, tu m'écoutes pas. Le journal. Ah, c'est compliqué. Hein? Mon Dieu, que c'est compliqué. Fait que ça pour dire que nos attentes, on peut penser que c'est la norme, mais c'est pas nécessairement ça. Puis tout le monde est différent. Puis c'est ça qui fait les divorces, c'est que tout le monde arrive avec sa vérité. Hey, t'es pas une bonne, t'es pas un bon chum, hey, t'es pas une bonne blonde. Au lieu de dire, ben, tu sais, mon besoin, ce serait ça. Est-ce que tu es capable tu sais, est-ce que c'est raisonnable pour toi comme besoin? Martial, nous sommes limités dans le temps. J'aimerais qu'on passe toute notre matière. Derrière l'abus, parce que toi, tu as des gens qui te consultent aussi qui sont dans l'abus de substances. Oui, il y a la déprime derrière l'abus, il y a toutes sortes de choses, mais c'est surtout le facteur dopamine qui se trouve au centre de ça, je crois. Je pense que tu es d'accord avec moi, on en a parlé, c'est ce qui est recherché consciemment ou pas. La recherche du plaisir, de cette sensation de bien-être venant de la sécrétion provoquée du cerveau de grande qualité, la dopamine. Qu'est-ce que tu me dis? En fait, c'est le système de récompense. Oui, c'est ça. En fait, la gratification immédiate aussi, l'exemple. C'est le plaisir. Hein, c'est le plaisir. Et aujourd'hui, on pense que le plaisir, c'est le bonheur. Ouais. Hein, mais le plaisir, c'est pas ça. Comme les Grecs. Le plaisir, c'est un mécanisme biologique. De l'époque. Hein, dans le cycle de la dopamine, comme tu dis. Oui, oui. Qui nous incite, par exemple, à manger. On fait des expériences où ils ont enlevé au rat, un rat, ce système-là de récompense. Il s'est laissé mourir de faim parce qu'il n'y avait pas de motivation à manger, il n'y avait pas de plaisir perçu pour lui à ce là. Puis ça vient combler plusieurs besoins chez des gens devant la télé. Ben, le problème, c'est que c'est risqué de te montrer. Tu sais, tu amènes un élément vraiment fondamental. Comment est-ce qu'on s'attache à une personne, on développe la confiance, on développe une relation où l'autre, on est en amour, on tient à lui, on se sent aimé. Ben, c'est si la personne est capable de montrer ce qui est le plus vulnérable en elle. Si elle a tellement confiance en moi qu'elle est capable de pleurer devant moi, de dire hey, j'ai... Et si la personne a trahi ta confiance, soit elle a été trop rude verbalement, ou tout ça, ben là, de moins en moins, la confiance est là. Donc, tu ne vas pas t'ouvrir et pourtant, c'est ton conjoint, ta conjointe. C'est ça. Mais combien de personnes prient dans le rôle de, OK, être un bon chum, c'est ça, être une bonne blonde, c'est ça. Ose pas parler. Parle pas de ce qu'ils vivent. Ose pas se montrer vulnérable. Surtout les gars, on est beaucoup pris avec ça et ça change de plus en plus, tant mieux. Mais les filles sont de plus en plus rationnelles. Les gars sont en tout cas, il y a une migration là, des deux côtés. Mais donc, on est pris dans un rôle puis on n'ose pas dire à l'autre de se montrer vulnérable à l'autre. Ça, c'est un besoin fondamental dans la relation, c'est l'intimité. Pas sexuelle. Évidemment, l'intimité sexuelle demande une certaine vulnérabilité. Mais tu peux coucher avec n'importe qui, puis pas être vulnérable, puis pas te montrer, rester dans ton rôle de bon chum, tu restes en surface, de tu restes patron. dans le plaisir. En fait, donc, le lien avec ce que tu me disais, c'est que si j'arrive pas à être vrai en relation, je me sens pas libre. Je vis de la solitude. Je suis dans une relation où l'autre me connaît pas.
Là, j'ai le goût d'aller ailleurs, j'ai le goût de me promener parce que mes besoins d'être reconnu, vu, important pour l'autre, sentir qu'il m'accepte, peu importe ce que je suis, sont pas comblés. Fait qu'à ce place-là, qu'est-ce que je fais? Je ravale, j'accumule du stress, de l'anxiété. Puis là, tu tombes dans l'abus de substance. Je suis sur l'autre, je vais me mettre à manger, je vais me mettre à travailler comme un fou. Il y a 4 raisons pourquoi les gens abusent. Ça tourne toujours autour de ces 4-là. La fuite, l'ennui. Il y en a que c'est l'autodestruction, ils vont jusqu'à se tuer. Je veux dire, quelqu'un qui se pique, il finit par en mourir. La 4e raison, le vice. Je veux dire, le gars, il aime ça, boire du vin. Qu'est-ce que tu veux? Il est rendu qu'il boit une bouteille par jour. Et il y a une 5e raison qui englobe les 4 premières. C'est l'autoprogrammation du cerveau. Exemple, le gars qui boit constamment. Là, c'est le jeudi de la paye. Ça fait une semaine qu'il a arrêté de boire. Puis le jeudi de la paye, il va avec ses copains à la brasserie. Ben, le cerveau, là, à 4 heures, là, le jeudi, il va commencer à le travailler, tu sais. Puis dans le cycle de la dopamine, ça, c'est des déclencheurs qui vont inciter la personne à aller chercher son plaisir là. Donc, c'est pas un problème d'avoir des plaisirs, toutes sortes de plaisirs. Le problème, c'est quand ça t'empêche de rentrer en relation avec l'autre. Puis dire, chérie, quand tu me dis ça devant mes chums, ça m'humilie. Donc, le truc, c'est de mettre 2 alcooliques ensemble? Ben là, il y a eux autres qui n'ont pas de problème avec l'alcoolisme, ils boivent ensemble et s'encouragent. Martial, question suivante par rapport à ta profession. Il y a quelques années, quelques décennies, il était à la mode de dire que l'avenir est d'étudier en informatique. Tu t'en rappelles, il y a, disons, une vingtaine d'années. C'est encore ça, hein? Oui, il y a 100 000 jobs, là. Oui, c'est ça, mais ma question, de nos jours, dans notre société, finalement, peut-être que ta profession de thérapeute, étant donné qu'il y a de plus en plus de crises, thérapeute en relation d'aide, est-ce que c'est ça qui représente l'avenir avec le nombre grandissant de gens esselés ou qui ont des problèmes personnels? Ben, tu sais... devenir coach de vie. La personne à Québec, là, qui a été tuée, une personne, là... bon, avec c'est un résultat, ça. Avec la COVID, avec l'isolement, il y a de plus en plus de problèmes de santé mentale. Je peux pas dire que cette personne-là, c'est des problèmes de santé mentale, mais très certainement, ça amène un grand désespoir. Et puis là, le gouvernement, suite à ça, le gouvernement du Québec, va mettre en place un programme, ça fait quelques années qu'il en parle, pour donner des soins de santé mentale. Donner des outils. Plus d'outils. Ben, des soins, de la consultation. Il y a comme, je sais pas combien de millions là, qui vont être consacrés à payer des heures de consultation pour que ces gens-là qui sont seuls, puis qui sont dans la détresse, puissent aller avoir une solution, puissent faire un cheminement, puis voir qu'ils ont des possibilités de se sortir de leur misère. Tu vois? Fait que oui, c'est sûr qu'il y a une place, puis il y a un besoin criant dans notre pays. Il y a une épidémie de solitude dans notre société. Hein? Ben oui, c'est bien dit. C'est la pandémie véritable, c'est la solitude. En Grande-Bretagne, il y a un ministère de la solitude. Là. Ouais. Il y a un ministre qui est désigné spécifiquement pour s'occuper de la solitude. Chez les jeunes entre 25 et 35 ans, en France, en Angleterre, tout ça, c'est là qu'il y a le plus grand taux de solitude. Et je vais faire Oui, après ça, on passe à la question suivante. Vas-y. OK. En fait, j'allais dire, je vais faire une chaîne YouTube où je vais parler de relations et de solitude. C'est le fun. Et en fait, de comment être ensemble. De ça, oui. Comment être ensemble, en groupe, mais en couple. Puis comment tenir compte de soi là-dedans. Ben oui. Tu sais, je peux être dans un groupe puis être un caméléon, adopter ce que le groupe veut, mais à ce place-là, je me sens pas vu, pas reconnu, puis là, je me sens seul. Quelques questions avec des réponses brèves. Nous sommes bousculés par le temps. Est-ce qu'on doit nécessairement avoir souffert dans sa vie personnelle pour faire un bon thérapeute en relation d'aide? Ça, c'est une bonne question à mon goût. Ben, en fait, je pense que... Ça aide. Premièrement, tout le monde souffre. Oui. Hein? Je pense que pour être un bon thérapeute en relation d'aide, il faut faire le cheminement de dire, OK, c'est pas juste les autres le problème. Peu importe où je m'en vais, j'ai toujours les mêmes difficultés. Hein? Je pars en voyage parce que ma famille sont tout tolérants, ils veulent pas m'entendre. Hein? Ah, je trouve du monde pareil là-bas. Donc, à un moment donné, ça fait, OK, ben, peut-être que je pourrais travailler sur moi. Ouais. Puis ça t'amène à vouloir aider les autres parce que c'est tellement grandissant, ce travail-là, puis la formation... par exemple, ma formation de thérapeute, moi, ça m'a amené à découvrir l'intimité. Je n'étais pas capable d'être en relation intime, pas sexuelle. Tu t'es découvert dans tes études. Ça m'a permis de m'affranchir d'une difficulté qui était de me montrer en relation dans ma vulnérabilité. Tu veux dire avec une femme ou même dans tes relations amicales avec d'autres relations en général. Ah oui? En général, parce que chez nous, c'était dangereux
de s'ouvrir. De s'ouvrir, parce que c'était Parce que utilisé tu comme faisais poids. rentrer dedans. Tu faisais rentrer dedans. Ça, c'est un problème chez les gens agressifs, spécialement, ou qui ont vécu des choses. C'est ça. Donc, moi, avec cette formation-là, ça m'a permis de découvrir cet aspect-là de ma vie qui n'était pas nourri. C'est un besoin fondamental en relation sur l'intimité émotive. Tu parles d'intimité, je vais poursuivre. La COVID révèle des vérités. Plusieurs d'entre nous vivent dans le mensonge, face à l'autre, face à soi surtout. Sans le savoir, parfois aussi, c'est ça le plus gros problème. Es-tu d'accord avec moi? Que les gens ne savent pas qu'ils ont un besoin intérieur, personnel avec eux-mêmes. C'est ça, le gros problème. En fait, je ris parce que... Tu ris de mes questions. Non, je n'ai pas de questions. C'est tellement pertinent, tu sais. La façon dont on fonctionne, hein, on fonctionne sur deux niveaux. Hein. On fonctionne au niveau du senti, du ressenti, de l'émotion. Puis on a accès à ça souvent quand on est des moments où on n'est pas dans l'urgence. Hein? Aujourd'hui, on est toujours dans l'urgence. Ouais. Hein? Ça prend le client le sort en 5 heures. La performance, il faut que j'aille. le capitalisme. Je cours. On est dans l'affolement toujours. Puis comment on fonctionne dans l'affolement? Puis dans régler, faire des choses, livrer, on fonctionne dans le rationnel. Puis si tu as déjà pratiqué la méditation, tu peux pas être conscient de ta respiration, donc ressentir. Si tu es toujours dans tes calculs. Si tu es dans une pensée. C'est ça. Fait que, une des techniques de base, c'est juste d'être conscient de la respiration. Puis quand tu vois que tu es parti dans une pensée, tu reviens. Là, tu déconnectes. Oui, fait que à cette place-là, on est jamais au courant, en fait, des véritables motivations qui nous animent. 99,999% du temps. Et donc, comment est-ce qu'on peut mettre l'autre au courant de ce qui se passe en dedans de nous? C'est tellement bien dit. Martial, avant d'aller à la pause, je te pose une question, je veux que tu me répondes par une phrase. Bon, on pourrait développer si jamais tu reviens à l'émission. C'est quoi le défi des relations d'aujourd'hui, homme-femme, comparé à il y a 20 ans? Tu me réponds en une ou deux phrases, pas plus. C'est quoi le défi si on compare à il y a 20 ans pour les couples, dans les relations homme-femme en général? Le défi, en fait, c'est l'engagement. OK. La tolérance? La tolérance, non? En fait, c'est de prendre la décision de rester. Hein? Il y a des gens qui disent l'amour, c'est une décision. Prendre la décision de rester pour que je puisse aller au-delà de mes limites personnelles puis que je puisse rencontrer la véritable personne qui est en face de moi. Parce que dans le temps, ils ne pouvaient pas partir. Fait que souvent, ils ne se parlaient plus. Mais pour ceux qui arrivaient à se parler, ils arrivaient à découvrir, OK, c'est qui cette personne-là? Ah, j'ai fait de la peine quand j'ai dit ça. Elle a besoin, elle, de ça. Ah, puis, et l'inverse. Fais de la peine comme quand tu ris de mes questions. Voilà. Non. On va prendre une petite pause, Martial. Vous aimez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller. Moi, je vous recommande un endroit qui va être très surprenant et vous allez être reçu avec beaucoup de courtoisie, de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, c'est l'endroit tout indiqué pour vous, pour revenir dans les années 80, 90. Vous allez penser que vous êtes en 1995. Allez au centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. Beaucoup d'équipements de qualité sur place, que ce soit pour du résidentiel, commercial, pour les restaurants qui vont bientôt ouvrir, une boutique. C'est surprenant ce que vous allez trouver. C'est un endroit qui est situé dans le complexe de Marina de Repentigny au 358 Notre-Dame. Il y a un service de réparation qui est offert sur place. Le numéro de téléphone du centre de liquidation audio usagé dans le 450, c'est le 654-6849. Nous sommes bousculés par le temps, comme je te dis, Martial. On va essayer de faire vite. On va aller dans la définition, le thème s'aimer. Je vais te raconter une histoire. L'histoire des deux voisines. Tu as la voisine d'un côté de la rue, disons à gauche. Elles sont tout à fait opposées. C'est une personne qui s'impose des sacrifices pour soigner son apparence. Elle est très fière de ses vêtements, s'entraîne beaucoup, prend un soin jaloux de son look et même est taxée de trop s'aimer. Et à l'inverse, le voisin de droite, c'est une voisine donc qui mange tout ce qu'elle veut. Elle se fout de son apparence, de son habillement, fait ce qu'elle veut sans se préoccuper de son apparence, voire de sa santé. Mais elle semble respirer le bonheur. Elle ne pense qu'à son plaisir. C'est quoi s'aimer, finalement? En fait, je Parce que c'est deux opposés, puis les deux vont dire, ils s'aiment. Qu'est-ce que tu me dis là-dessus? En fait, je dirais que les deux sont du plaisir. Je ne suis pas certain qu'il y a ni une ni l'autre qui s'aiment. Dans les extrêmes, on compense. Ah, ça c'est bien. On est en train de se couper de choses dont on aurait besoin de s'occuper, de stress, d'anxiété, parce qu'on n'est pas capable de rentrer en relation justement avec soi. Ah, ça, je veux ça.
Tu sais, pendant longtemps, être gay, par exemple, c'était la société nous jugeait. Ben, m'aimer comme gay, comme comme personne jalouse, comme personne, c'est de m'arrêter, puis dire, OK, ben en fait, j'ai peur, pas quand t'es gay, je suis attiré par un gars, mettons c'est moi, et j'ai peur d'être jugé. Fait que là-dedans, je vais vouloir rehausser, par exemple, mon apparence, je vais faire du shopping, ou je vais compenser d'en manger, plutôt que d'aller m'en occuper en relation d'aide, par exemple. Donc, c'est deux mauvais exemples. Où je suis jaloux. Hein? Là, donc, je suis sur l'autre, c'est l'autre le problème. Donc, je vais aller courir. C'est ça. Hein? Puis, je vais aller courir, je vais être infidèle, par exemple. Je m'excuse pour les exemples juste de gars. Ben oui. Mais, donc, j'étais un gars. OK, mais dans le fond, j'ai peur que l'autre, il m'aime plus. C'est ça. Puis là, je me mets à paranoïer, je vois tous les signes que, ah mon Dieu, il m'aime plus. Donc, m'aimer, ça serait d'aller m'occuper de ça. Ça serait vraiment de... Plutôt que de passer par la bande, et puis par toutes sortes d'autres... de m'étourdir, d'écouter le système de dopamine qui veut me faire chercher la récompense, qui me fait courir. Je peux aussi je peux aussi avoir besoin de l'approbation de mon père parce que j'ai pas eu de père quand j'étais jeune. Et ça va te suivre toute ta vie. Si tu règles pas le problème. Je pourrais être un workaholic, par exemple. OK. Question suivante, mon cher Martial. Les masques à distanciation... plus ou moins des rassemblements maintenant, sauf pour les centres d'achat, malgré tous les slogans sur l'aspect social où l'on doit penser en groupe, est-ce qu'on est en train, en termes de société, de se déshumaniser graduellement? Réponds-moi par une phrase. Parce que moi, je suis sûr que tu n'es pas d'accord avec cette notion. Tu viens de dire que les gens, tu sais, est-ce qu'on est en train de se déshumaniser? Je pense qu'on est en train de prendre conscience qu'on a une responsabilité sociale d'assurer le bien-être de l'autre. Et puis, le masque, oui, c'est important dans ce sens. Ben, on le fait pour soi. Peut-être qu'on le fait pas pour soi parce qu'on est jeune, mais c'est parce qu'on se rend pas compte que si les systèmes de santé, si la chaîne alimentaire de production du porc, comme l'IMEL a été fermé, là, tout ce monde-là ne sont pas capables de travailler, on n'aura pas à manger. Fait que donc, on est dans une période de conscientisation. Que le nous est important. OK. Que le nous est important, puis c'est important de faire ce sacrifice-là, de porter le masque, parce que c'est là qu'est la liberté, en fait. Si je porte mon masque, je peux aller travailler. Alors que si je ne le porte pas, je contamine tout le monde, ça déborde, puis là, on va en fermeture. La notion d'équipe. OK, quelques questions rafales en terminant. C'est un secret pour personne plus jeune, c'est l'aspect physique qui prime, l'attirance quand on rencontre quelqu'un. Comment faire? En une phrase. Tu m'en demandes beaucoup. Oui, je veux toutes les passer. Comment faire pour que ce ne soit pas strictement physique? Comment reconnaître que ce n'est pas strictement physique? Il faut apprendre à s'aimer. S'aimer soi-même, tu veux dire. S'aimer soi-même. Donc, si on n'y va pas dans des relations tout croche. Ben, c'est pas ça. C'est que si moi je m'aime, là, je vais être vrai. Je vais dire que j'aime la pizza, que j'aime le hockey, ou que j'aime pas ça. Ah, c'est bien. Et puis, je vais trouver quelqu'un qui va aimer qui je suis. Et puis, j'aurais pas à essayer de séduire et à essayer de... Ma valeur résidera pas essentiellement dans l'apparence extérieure. Moi, je disais souvent à des amis plus jeunes, fais attention au mode plaire. Si tu sors ce soir et ça fait 3 fois que tu te changes, sors pas, parce que tu es en mode plaire, tu t'en vas te faire bouffer ben raide. Parce que la personne que tu vas rencontrer, ça va être, comme on dit en bon québécois, sur le fly, tu seras peut-être même pas rasé, mais tu lui plais à ton naturel. Question suivante. Toujours dans les relations de couple, sommes-nous encore en 2020 dans le bon vieux cliché que les hommes parlent trop peu et les femmes parlent trop? Il y a des deux. Ça a changé? Il y a des deux. Il y a des gens introvertis et extrovertis dans les deux sexes. Et puis, il y a les deux. Je vous dirais qu'il y a les deux. Les femmes sont naturellement plus relationnelles, donc vont parler beaucoup, demander des nouvelles, puis parler de leurs émotions. Les gars sont moins, généralement, on parle des gars de ma génération, mais c'est très vrai aussi pour les gars plus jeunes. Ils sont plus dans faire, dans ce qu'ils font, leur accomplissement, tout ça. Donc, ils n'ont pas tendance à parler trop d'eux.
Dans les couples d'aujourd'hui, y a-tu trop, peut-être à cause d'une vague d'individualisme aussi, je veux dire les selfies, ainsi de suite, le Facebook, parfois qui est pas vraiment, qui ne sert pas vraiment bien la cause des gens. Est-ce qu'il y a trop d'idéalisme, c'est-à-dire que dès que ça cloche, ça fait pas, on consomme une autre relation. Es-tu d'accord avec ça? Il y a trop d'idéalisme qui fait qu'il y a moins de spontanéité dans les nouveaux couples? Ben, moi, je te dirais que dans le fond, les médias sociaux, le téléphone, là, présent, ça vient nous aider à pas faire face à l'anxiété de relation, qui est l'anxiété qu'on ressent dans une relation qui n'est pas planifiée. Un téléphone, tu l'as, je peux éditer. Ouais. Fait que j'ai réfléchi à ce que je dis, ah non, je devrais pas, je décide de ne pas interagir. Dans le live, comme on fait maintenant, t'as pas le choix de dealer avec, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Puis si je suis trop dans l'anxiété d'apparence, si je suis trop dans mon rôle, hein, à ce stade-là, je panique. Fait que je m'en vais dans les Facebook et compagnie qui me permettent d'éditer, montrer une version idéale de moi-même. Et puis, oui, ça peut mener à un certain idéalisme, mais comme Casey Neistat, pour s'il y a des jeunes qui nous écoutent, il disait, ça, c'est pas la réalité. Ce que tu vois là, c'est pas ma vie. Hein, je présente juste le mieux. Hein? Fait que tout le monde, les gens, on se sent misérable, on regarde les autres, mon Dieu qu'il a des belles vacances, mon Dieu qu'il est bien dans son couple, mon Dieu que c'est idéal sa vie. C'est pas ça. Il y a de la bullshit, puis il y a des pépins dans la vie comme tout le monde. Puis ça nous rend malheureux par comparaison. Martial, dernière question. Si le manque d'amour est à la base de plusieurs déséquilibres de notre société, dans un monde, qu'on le veuille ou non, qui favorise l'individualisme, en cette période de crise et d'isolement pour certains, quelqu'un, mettons, pourrait-il survivre ou vivre sans famille, sans véritable ami, sans contact ou presque avec le monde extérieur, sauf, disons, avec le cas du dépanneur? Parce que traditionnellement, en psychologie, on enseigne que ça prend 4 contacts humains par jour pour maintenir tu connais cette notion-là, 4 contacts par jour pour maintenir un minimum d'équilibre. Est-ce que quelqu'un qui serait dans cette situation-là pourrait survivre? Il y a plein de gens qui essaient de faire ça. Il y a des gens qui ont, ça ne fonctionne pas. Qui ont de la difficulté à être en relation, à être vrai, à se sentir libre, donc ils sont tout seuls dans leurs choses, puis là, ils sentent une certaine liberté, mais à un moment donné, l'angoisse les prend. Puis là, ils vivent la solitude. Puis là, la solitude devient tellement intense que c'est là qu'ils développent des dépendances. L'alcoolisme, toutes les dépendances, vous pouvez nommer, workaholisme, tout ça. Achat compulsif. Achat compulsif, tout ça. Et éventuellement, s'ils ne s'occupent pas d'eux... Ils comblent sans savoir qu'ils comblent. Ben, en fait, ils courent en avant pour pas sentir le gros vide, le gros manque qu'ils ont. Puis quand ils n'arrivent plus à se distraire, tout seul dans leur coin, puis quand leur compulsion est plus suffisante, ben là, ils deviennent dépressifs. Éventuellement, ils peuvent faire des tentatives de suicide. Alors, généralement, ce qui arrive, c'est que les gens, finalement, finissent par accepter d'être aidés. Ils sortent de la honte de « mon Dieu, j'ai besoin d'aide ». On a tous besoin d'aide. Comme chez les alcooliques, l'étape numéro 1. C'est de reconnaître qu'il se passe quelque chose. Je suis un être humain, je suis social. L'orgueil n'aide pas, hein? Ben, surtout chez les hommes. Ben, c'est ça, exact. Mais tu sais, on est tous des animaux sociaux et on ne peut pas survivre psychologiquement sans raccourcir notre vie considérablement. La solitude, c'est prouvé là, que ça fait plus de mal. Ça raccourcit ton espérance de vie plus que la cigarette et l'obésité. Ça va pas bien. Non, maintenant, c'est connu. Donc, conseil aux gens qui sont seuls, c'est fumer puis manger. Ben, pour un bout, hein? Ouais, mais après ça pour un bout, c'est vrai. Ils vont s'anesthésier, mais à un moment donné, ils vont peut-être faire une crise cardiaque parce que là, ils sont trop overweight. Puis, tu sais, on fuit le problème jusqu'à temps que le divorce arrive. Jusqu'à temps que la crise cardiaque arrive. C'est ça. Après, il faut s'occuper de soi. Martial, et il n'y a pas d'ordre de ça. On n'a plus de temps. Quelqu'un qui veut te rejoindre, Martial avec un T, le beau. Non, pas de T. Martial. Ah, même horaire, quelqu'un veut me rejoindre, c'est M Lebeau, M-L-E-B-E-A-U, en commercial, lecoeurbattant.com ou 514-927-5458. 927-5458. Bon, ben Martial, merci. J'espère qu'on va se reprendre. On pourra approfondir parce que ce sont des sujets qui vont dans toutes les directions. Puis quand c'est le temps d'approfondir, parfois le temps nous manque. Je te remercie. Tu es fort intéressant. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci tout le monde.
Maintenant, je vous parle d'un garage dont la réputation n'est plus à refaire, soit Sam Auto, situé au 1133 Notre-Dame. Le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier. Beaucoup d'explications sont données sur place. De longues années d'expérience vous attendent. Moi, j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Sam Auto, situé au 1133 Notre-Dame. Maintenant, un mot sur une super belle boutique, soit la zone vêtements de sport et classiques, qui est située au 148 Notre-Dame. Beaucoup de marques de choix au meilleur prix vous attendent. Donc, la zone vêtements de sport et classiques, je vous répète l'adresse, c'est le 148 Notre-Dame. Et le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-1113. En terminant, n'oubliez pas, je l'ai dit tantôt, je me répète, depuis le confinement, 3 mots magiques, appelez un ami, ça ne coûte pas cher, vous allez prouver des choses, vous allez semer un brin d'optimisme et de joie, ça ne coûte pas cher, je vous le dis, appelez un ami, comment ça va? Ce sont 3 mots magiques, et vous le savez, c'est une espèce de deuxième confinement que nous vivons, c'est pas facile, il faut travailler en équipe, les mesures sont questionnées par plusieurs personnes, non, on va passer au travers, mais il faut travailler en équipe. Mon nom est Stevie Ray, merci d'avoir été des nôtres, et à la semaine prochaine.